Bonjour à tous, bienvenue au DevFest Toulouse. Je ne suis pas toulousain, mais je vous dis quand même bienvenue à Toulouse. Vous êtes sans doute beaucoup toulousains. Je suis Thomas de Comic Strip, un blog BD que vous connaissez peut-être. Et aujourd'hui, je vais vous parler de choses un petit peu différentes de d'habitude, puisque je vais vous parler un petit peu de la place du codeur. Et comme vous l'avez vu dans l'intitulé de cette keynote, qu'est-ce que c'est que le développeur full stack et pourquoi on peut envisager autre chose que ça. Savez-vous quel pourcentage de la population vivait directement de l'agriculture à la fin du XVIIIe siècle? Quel pourcentage de la population était agriculteur, on peut le dire, au début des années 1800? Une idée, un chiffre? 98%? 42%? Ouais. C'était 85%. Donc 85%, il y a 200 ans, étaient des agriculteurs, vivaient directement de l'agriculture. Donc c'est évidemment énorme. Et il faut se dire qu'à l'époque, la majorité des travailleurs ruraux étaient donc agriculteurs. Évidemment, il y a 200 ans, il n'y avait pas d'usine, il n'y avait pas, voilà, l'économie qu'on connaît aujourd'hui. On était dans une époque avec une société rurale, à la faible productivité, rétive aux innovations, et tout est manuel. Voilà. Et ça, 200 ans, ça peut paraître loin, mais en réalité, c'est pas si loin. C'est 8 générations, ça veut dire que les arrière-grands-parents de nos arrière-grands-parents, l'arrière-grand-père de votre arrière-grand-père, vivaient à cette époque-là, étaient probablement agriculteurs ou paysans. Donc c'est mon cas. Mon grand-père et toutes les générations avant étaient agriculteurs et paysans. Alors peut-être que certains chez vous disent, pas moi, nous on est informaticien dans l'aéronautique de père en fils depuis 200 ans, mon grand-père faisait du PHP 3, bon ok, pas moi. Voilà. Donc je suis issu d'une famille d'agriculteurs et si je vous parle un petit peu d'histoire aujourd'hui, c'est pas pour vous faire un cours de 5e, c'est plus pour, voilà, je me suis dit comment des historiens du 24e, du 25e siècle, quel regard vont-ils poser sur ce que nous on est en train de faire en ce moment, en ce début de 21e siècle. Et c'est pas forcément un réflexe pour nous autres, développeurs, codeurs, friands d'innovation, de prospective, de regarder dans l'histoire pour lire notre révolution industrielle. Alors révolution industrielle, est-ce que vraiment on est dans une révolution industrielle? Donc je ne vais pas vous faire toute l'histoire parce que bon, on ne va pas partir de l'Antiquité, du Moyen-Âge. Je vais juste me concentrer un petit peu sur l'époque, ce qu'on appelle l'époque contemporaine. Donc les 200 dernières années, je vais juste faire une petite introduction là-dessus. C'est pas, encore une fois, un cours d'histoire. Donc la première révolution industrielle. Alors il y a un petit chiffre aussi intéressant, c'est qu'entre l'Antiquité, que vous venez de voir là, il y a moins 3000 ans, et 1800, on estime que la croissance du PIB mondial a été de 10%. C'est-à-dire, pas 10% par an, c'est-à-dire que 10% sur l'espace de pratiquement 3000 ans. Donc, évidemment, pour nous, ça veut dire qu'il y a c'est des chiffres qui ne sont pas à notre mesure. Nous, on regarde des pourcentages de 5-10% par an dans les pays en fort voie de développement. Nous, on est plutôt à 1 ou 2%, mais voilà. Ça veut dire qu'au moment de cette première révolution industrielle, au début du 19e, il y a eu un grand bouleversement. Donc, ce qui est marrant aussi, c'est qu'en France, en réalité, la France, on avait un petit truc, on était un petit peu en retard sur les UK, sur le Royaume-Uni, on avait un petit déficit de productivité, de performance, parce qu'on avait une moindre démographie, on avait moins de population. Et en fait, à l'époque, on s'est démarqué comment, les Français? On s'est démarqué grâce à notre qualité. Et en fait, à notre expertise, à notre main-d'œuvre qualifiée. Et c'est marrant de se rendre compte qu'aujourd'hui, on a toujours cette image les ingénieurs français de bonne qualité à l'étranger. Et ça ne date pas d'hier. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet-là. Moi, par exemple, j'ai eu l'occasion de voyager un petit peu, notamment en Asie, où je montais une filiale pour mon agence. Et un jour, je discutais avec un négociant en marbre indien, et il me dit, quand il voit que je suis français, il me dit, ah bah vous les Français, vous voulez la qualité, rien d'autre que la qualité. Bon, il y a les Chinois, eux, ils veulent le plus bas coût, mais vous les Français, peu importe le coût, c'est la qualité. Et ça sonnait plutôt vrai à mes oreilles, parce que bon, moi, ça faisait des mois que j'étais en train d'essayer de me battre avec mon équipe de développement indienne pour avoir des bonnes lignes de code. C'est une autre histoire que je vous raconterai, peut-être. Voilà, donc allez, rapidement, la première révolution industrielle, c'est quoi? C'est évidemment la vapeur qui va remplacer l'hydraulique, le charbon, la fonte, le chemin de fer. Donc des nouveaux marchés qui vont se développer. Et donc c'est quand même une époque vraiment difficile quand même. Voilà, industriellement, il y a des grands changements. Les conséquences sur la société sont importantes. C'est l'exode rural.
que vous connaissez bien. Le centre urbain se crée à ce moment-là. Et donc, c'est là où on va créer les usines pour accélérer les rendements. Et ce qui est marrant, c'est que déjà, à cette époque-là, la machine qui commence à apparaître, l'automatisation, qui aujourd'hui est chère à nous autres développeurs, est déjà mal perçue, responsable, est déjà voilà, perçue comme responsable du chômage. On a des gens qui commencent déjà à casser les machines dès le début du XVIIIe siècle, c'est les Luddites. Voilà, des manifestations contre le progrès. Et donc, encore aujourd'hui, on voit bien qu'il y a ce genre de réflexion, de rapport à la machine. La deuxième révolution industrielle, rapidement, évidemment vous la connaissez, c'est celle qui va en fait mettre en avant l'électricité. L'électricité, c'est-à-dire qu'il va... Autant la première révolution industrielle, c'était le charbon, la métallurgie, le textile, la vapeur. Ici, on va parler d'électricité, de mécanique, de pétrole et de chimie. Et donc les conséquences sur la société, ici, sont évidemment aussi très fortes. Je vous parle des conséquences sur la société parce que c'est ce sur quoi on va discuter ensemble juste après. Mais donc la conséquence de la deuxième révolution industrielle, c'est la réorganisation des usines, puisque un truc tout bête comme une révolution industrielle comme le moteur électrique va réorganiser l'entreprise, va permettre, avec des moteurs plus petits, de créer les chaînes de travail, la taylorisation, le Fordisme. Le travail à la chaîne est né de ça. Et donc avec évidemment une grande conséquence à cette époque-là qui a bouleversé la société, c'est l'invention de l'automobile, avec ses conséquences sur la mobilité et l'environnement. C'est quand même vraiment un contexte où ça a beaucoup progressé. On parle d'une activité industrielle qui a été multipliée par 50 et une économie mondiale qui a été multipliée par 20. Et alors la troisième révolution industrielle, celle qui est la nôtre, celle dans laquelle on a grandi, c'est la révolution de l'informatique. Alors c'est celle qui nous concerne, celle dans laquelle nous, on progresse. C'est quoi exactement? Eh bien c'est l'informatique, mais bien sûr l'audiovisuel, les télécoms, Internet et le nucléaire comme énergie. Et en fait, il se trouve que la troisième révolution industrielle a un petit peu été théorisée par quelqu'un qui s'appelle Jeremy Rifkin, qui est un prospectiviste américain, qui dit que la troisième révolution industrielle sera achevée quand on aura fait une transition vers toutes les énergies propres et qu'on aura mis en place un système de smart grid pour décentraliser la production et le stockage de l'énergie, puisqu'encore aujourd'hui, c'est pas très décentralisé, c'est pas très efficace. Les conséquences sur la société de cette troisième révolution industrielle que nous vivons, on les connaît. C'est le capitalisme et un libéralisme débridé. C'est une croissance des inégalités très forte, mais aussi globalement une grosse sortie de la pauvreté et aussi une mondialisation en réalité au détriment d'une certaine partie de la population des pays du monde. Et je m'étais dit, j'imagine quelqu'un dans quelques centaines d'années, il peut se dire j'aurais bien aimé vivre dans le passé ou connaître une époque. On peut penser par exemple à l'invention de l'imprimerie voilà, par Gutenberg. On peut imaginer vouloir vivre la découverte de l'invention de la vapeur, du moteur à vapeur, voire même du début de l'électricité au début du 19e. Et en fait, je pense que vraiment, dans le futur, les gens se diront le plus excitant, ça a été au début du 21e, fin du 20e, début du 21e, ce que nous, on est en train de vivre, parce qu'on a quand même un contexte extraordinaire. C'est quoi ce contexte? C'est un contexte économique qui est extrêmement fort. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit en gros le PIB mondial. Ça vous donne une idée qu'en fait, voilà, même au début du 20e, en fait, la croissance était relativement faible. Mais en termes de valeur dans le monde, on estime que là aujourd'hui, on est à plus de 75 milliards. C'est-à-dire que 75 000 milliards, pardon. On dépasse encore très largement ce graphe. C'est-à-dire que on est actuellement dans un contexte économique jamais vu dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant d'argent, de personnes qui sont formées, qui travaillent, qui créent de la valeur, des ingénieurs formés. C'est-à-dire que potentiellement tout peut s'accélérer. Et ça, c'est vraiment un point clé de la troisième et la quatrième révolution industrielle qui s'annonce, puisque clairement, aujourd'hui, on est dans un contexte jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Donc tout ce qu'on connaît en termes de changement de société peut arriver beaucoup plus vite que ce qu'on pense dans ce contexte. Et moi, je trouve que c'est particulièrement excitant d'être à notre place aujourd'hui, en ce début de 21e, de se dire, voilà, nous, on participe, et notamment nous, les développeurs, les codeurs, à cette grande révolution. Alors justement, c'est quoi être codeur? On en vient au sujet. Le codeur, alors c'est marrant quand on vient dans ce genre de conférence, on regarde le programme, on voit tout un tas de technologies, tout un tas de sessions,
Et assez vite, on se dit, en fait, le codeur, il doit être multilangue, polyglotte, il doit savoir plein de technologies, et en gros, il doit être full stack. Voilà, le mot est lâché, full stack. C'est quoi être développeur full stack? Eh bien, le développeur full stack, le matin, il se réveille, il regarde vite fait ses emails dans son lit, comme il peut, voilà. Il trie ses newsletters, qu'il va lire soigneusement pendant le trajet, s'il peut, hein, et il arrive au boulot, il code toute la matinée. À midi, il faut lire les blogs pour se tenir informé. On code, le soir, c'est tuto, Cora, Stack Overflow et commit sur les side projects. Et tout ça, simplement pour rester à jour. Pour rester à jour en quoi? Comment rester à jour en tout? Parce qu'on va commencer évidemment par le back-end. Et ici, j'imagine que vous avez tous des connaissances en back-end, avec des technos variés, comme que ça va du Java au .NET, en passant par le PHP, et, oui, le PHP, et, le Go, le Python, bon, je ne vais pas tous les citer. Bref, vous avez tous, à un moment donné, un peu de compétences en back-end, c'est normal. Le front-end, bon, certains le méprisent, c'est faux. C'est quand même quelque chose d'important. Il faut connaître le front-end. Il faut être capable de convertir du React en Angular 4 ou l'inverse. Ou faire du Vue. Voilà. Bon, en tout cas, vous connaissez un petit peu ça. Très bien. Mais quid du dev natif, du dev iOS, Android? Sans doute que vous le maîtrisez. Quid aussi de l'IoT, de l'Internet des objets? Bon, ça commence à être un peu plus lointain. Quid de tout ce qui est DevOps? Containerisation, intégration continue, orchestration? Bon, vous connaissez un petit peu. Et la blockchain, est-ce qu'on est tous au point sur la blockchain? Toutes les attributions de la blockchain. Les grids, la sécurité informatique, si on est tous full stack, à un moment donné, on est très bon en sécurité aussi. Et puis j'oubliais les chatbots, le machine learning, la NLP, la NLU, l'IA. Donc c'est-à-dire que, on va le dire tout de suite, le full stack aujourd'hui c'est mort. C'est-à-dire que, certes, quand on dit full stack, on fait référence à une époque où quand on était DevOps, c'est parce qu'on poussait un fichier en FTP. Et quand on était full stack, c'est qu'on connaissait une stack LAMP et qu'on poussait du HTML 4 avec du CSS 2 et qu'on faisait un petit PHP. Voilà. Donc là, on était full stack, certes. Mais aujourd'hui, voilà, honnêtement, c'est plus possible. Et ce qui est marrant, c'est que vous voyez, quand on parle de développeur, de codeur, d'ingénieur informatique, on va tout de suite penser souvent quelle techno tu utilises. En quoi tu es fort. Et je trouve que c'est vraiment réducteur parce que pour moi, il faudrait vraiment passer le cap en se disant le développeur n'est pas simplement un développeur full stack, il doit être développeur universel. Le développeur universel, c'est la personne qui ne va pas seulement se concentrer sur son code, sur son aspect technique, mais qui va aussi penser plus globalement à sa création de valeur. Et ça va être un grand écart pour le codeur, parce qu'aujourd'hui, le développeur, va devoir se spécialiser pour être compétitif. Et oui, on est dans un monde ultra mondialisé, n'importe quelle personne sur le globe peut pratiquement prendre notre emploi à tout moment, grâce à un ordinateur connecté à Internet. Bon, j'exagère, évidemment, il y a des spécificités locales, mais quand même, on est dans une grande compétition mondiale, vous le savez bien, puisque voilà, vous travaillez souvent avec des gens à travers le monde. Donc on doit à la fois être extrêmement spécialisé sur un sujet en particulier, et en même temps, aujourd'hui, je considère les développeurs se doivent d'avoir une réflexion et une compréhension sur la valeur qu'ils créent et sur les connaissances de marché. C'est pas pour rien que les plus grandes capitalisations boursières, aujourd'hui on parle principalement des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, sont des gens qui sont principalement dans le software, bon, mis à part Apple qui crée encore beaucoup de valeur du hardware, mais aujourd'hui je considère quand même que le hardware ça devient une commodity et que ça devient très peu cher. La vraie création de valeur aujourd'hui vient du développeur, vient de vous, des développeurs, des codeurs. Et pour moi, ce développeur doit être créateur, visionnaire. Et c'est pas pour rien que, quand on dit quelle est la différence entre un objet et un smart objet, quelle est la différence entre une watch et une smartwatch, ou une balance et une balance connectée? Eh ben, c'est du temps de codeur. La seule différence, c'est du temps de codeur, c'est du software. Et à ce titre-là, c'est pour ça que voilà, votre rôle, notre rôle à nous en tant que développeurs, dépasse simplement le fait d'écrire des lignes de code et doit être pensé. Et pourquoi? Parce que je vous ai donné tout à l'heure un petit peu, j'ai illustré ce qui s'est passé dans la première et deuxième révolution industrielle, et même la troisième révolution industrielle. Ça a eu des conséquences sur la société. Et voilà, il y a des gens comme Marx, comme Jaurès, comme Keynes ou Friedman qui ont élaboré sur la question, qui se sont rendus compte, ah voilà, la société est en train de changer à cause des révolutions technologiques. Comment on va le théoriser?
Eh bien nous aussi, voilà, on doit intervenir parce que on pourrait se dire, bon, on va laisser ça à l'État, on va laisser ça à la politique, le soin d'organiser le pacte social. Et en fait, mais ce n'est pas les politiciens ou l'État qui va inventer. Ils peuvent favoriser, bien sûr, tout comme, en fait, il faut savoir que la première révolution industrielle a été grandement favorisée par l'invention des brevets. À l'époque, avant ça, il n'y avait pas d'invention de brevets, donc il n'y avait pas de monopole temporaire, ce qui permet aux entreprises de se développer. Là, aujourd'hui, voilà, c'est ce genre de choses que les politiques peuvent faire, mais c'est à nous, développeurs, ingénieurs, de créer, d'inventer. Et donc, quand je disais développeur universel, c'est parce que c'était pour s'inspirer des hommes d'esprit universels, qui sont, par exemple, Léonard de Vinci, Descartes, Newton, qui sont des gens qui n'étaient pas simplement des gens spécialisés dans une technique, une science, mais qui avaient des connaissances à la fois en sciences, mais en philosophie, en économie, en art, en société. Et pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, voilà, on voit bien qu'il y a des questions qui se posent pour nous, l'implication qu'on va avoir dans la société, mais ça va être encore... mais le temps qui arrive dans le futur soulève encore davantage de questions. Après la mécanisation, l'industrialisation et l'automatisation, nous aurons la 4e révolution industrielle qui commence, qui mêle collaboration des systèmes et intelligence artificielle. Alors, je ne vais pas vous faire un gros topo aujourd'hui sur l'intelligence artificielle qui est en fait assez large, qui regroupe un grand nombre de techniques et il n'y a pas une seule définition. Mais vraiment, c'était plutôt l'idée de se poser la question ensemble sur la conséquence sur la société de ce qui arrive avec cette 4e révolution industrielle dans un contexte, comme je vous l'ai montré, qui n'a jamais été aussi propice au développement. Il n'y a jamais eu autant d'énergie, il n'y a jamais eu autant d'ingénieurs, il n'y a jamais eu autant de budget mis sur ces questions-là dans l'histoire de l'humanité. Donc à court terme, qu'est-ce qui va se passer? Le software, voilà, grâce à l'intelligence artificielle, va complètement bouleverser un grand nombre de métiers, à commencer par les nôtres, mais on pense d'abord en fait aux métiers intellectuels. Donc paradoxalement, on se disait un peu dans le temps, moi quand j'étais jeune, l'automatisation, l'intelligence artificielle va retirer des emplois aux gens qui font des emplois sans haute valeur ajoutée, et c'est faux. En fait, les emplois les plus à risque aujourd'hui, ce sont les comptables, ce sont les avocats, les radiologues et certains médecins. Et oui, comment se dire qu'on peut s'en remettre à un avocat pour traiter, un seul cerveau humain pour traiter un cas juridique? Il va simplement mettre en perspective quelques bribes de mémoire, quelques bribes de sa mémoire. Comment peut-il résister face à un algorithme qui a fait appel à l'ensemble, par exemple, des caisses judiciaires? Tous les métiers dont le principe consiste à prendre en entrée de la data, à fournir une analyse et en sortie donner un diagnostic, vont disparaître assez rapidement. Alors assez rapidement, c'est la question. Il y en a déjà qui ont déjà disparu. Hein. Il y a certains métiers comptables qui ont déjà disparu, ils se sont renouvelés, mais voilà. Et donc, à court terme, on aura une disparition d'un certain nombre de métiers, et c'est à cause de nous. C'est à cause de vous, c'est à cause de nous, les développeurs. On est en train de créer des softwares qui, la plupart du temps, vont avoir en conséquence de ruiner des industries, en fait, de retirer des emplois à des gens. Et même d'ailleurs, parce qu'en réalité, un grand nombre d'entre nous aujourd'hui, je considère que dans les 5 à 10 ans à venir, je pense que 90% des gens ici feront du machine learning, de l'IA, quelque chose relié à ça. Même si aujourd'hui vous n'êtes pas spécialisé là-dedans, il est évident que d'ici 5 ou 10 ans, la plupart des métiers, la plupart des rôles liés à nos métiers seront autour du machine learning, de l'IA de façon générale. Et tout ce qui est complémentaire. Et tout ce qui est complémentaire et qui va permettre de s'intégrer avec les fameux assistants. Un petit mot sur les assistants, justement. Vous avez tous en tête ce qui se passe aujourd'hui avec les Google Home, les Alexa. Pour moi, c'est vraiment ce qui va tout balayer dans les années à venir. Et votre métier aussi va changer à cause de ça. Là, je reviens un petit peu sur le web. Vous n'êtes pas tous forcément web only, mais disons que ça va avoir un impact sur tout le monde. Combien de temps on pense qu'on va devoir chercher sur nos petits téléphones, sur des petites interfaces, sur des interfaces qui ne sont pas unifiées, sur des interfaces qui ne sont pas naturelles? Combien de temps on pense qu'on va devoir utiliser ce genre d'interface? Est-ce que c'est 10 ans? Est-ce que c'est 15 ans? Est-ce que c'est seulement 5 ans? Comme le dit très bien Satya Nadella, le CEO de Microsoft, Voice is the next platform. Et c'est clair qu'il y a notamment un film qui est très sympa, qui s'appelle Her, qui l'illustre bien, sur le fait qu'il y a un grand nombre d'interfaces qui vont disparaître au profit des assistants.
Ce qui va se passer, c'est que la plupart d'entre vous, vous connaissez aujourd'hui un petit peu ce qui se passe dans les téléphones, dans Google Assistant. Vous voyez un petit peu, bon, on trouve encore un petit peu ça embryonnaire, c'est pas encore, ça marche pas toujours très bien, mais il est évident que dans les années à venir, si on se passe à 3 à 5 ans, un Google Home, un Google Assistant, un Alexa aura fait des progrès vraiment très rapides. Parce que la compétition va être vraiment très forte. Encore hier, Amazon lance des nouveaux Echo. C'est vraiment une grosse course là-dessus. Et là, on parle que des Américains, malheureusement. On n'a pas beaucoup de force en présence là-dessus en France. Hein. Les seuls concurrents sérieux aujourd'hui, ce sera plutôt du côté de la Chine, les BATX, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, qui potentiellement pourraient concurrencer les Américains. Mais pour moi, ces évolutions vont rendre obsolète un grand nombre d'interfaces. Parce qu'un de vos enjeux en tant que développeur va être de s'interconnecter avec ces interfaces, avec ces assistants. Il est évident qu'un développeur chez Booking, chez TripAdvisor ou que sais-je, chez La Fourchette, son enjeu, ce ne sera pas de fournir une belle interface mobile, ça va être de s'assurer que quand on demande de réserver un restaurant à Google Home, qu'ils viennent de passer par mon service. Pareil pour les restaurants, le restaurateur devra s'assurer que l'assistant répond correctement et propose mon restaurant. Et ce sera ça l'enjeu pour beaucoup de développeurs, ce sera de s'interconnecter avec ces assistants qui vont vraiment devenir ultra importants. On aura tous un majordome personnalisé dans la poche. Et ça va vraiment changer même nos métiers à nous. Et ça pose des challenges techniques donc, sur lesquels, qui paraissent assez évidents, sur des interconnexions d'API assez simples, ok, très bien. Mais ça pose des questions éthiques très fortes. La data, à qui appartient la data? À qui, comment faire confiance, sachant qu'on a plus que jamais, autant faire une recherche sur Google, c'est pas si engageant, autant avoir un majordome à la maison qui écoute tout ce qu'on fait. Ceux qui ont un Google Home à la maison, ou un Alexa, ou une TV Samsung qui écoute en permanence ce qui se passe dans mon foyer, se pose forcément la question, à un moment donné, jusqu'où on accepte de donner notre vie à ces GAFA ou à ces acteurs. Et peut-être bien qu'on serait inspiré de créer un assistant open source qui va finalement, comme Firefox a bouleversé IE, vraiment à relancer il y a 15 ans, à changer l'écosystème du web. Voilà, peut-être que quelqu'un va réussir à faire percer un assistant open source, on peut le souhaiter. Parce que qu'est-ce qui va se passer aussi, l'indépendance? Quid de la corruption de nos assistants? Et ça, nous, en tant que développeurs, on se pose forcément la question à un moment donné, comment faire en sorte que nos assistants soient le plus honnêtes possible? Comment faire en sorte que nos choix soient en fait les nôtres et pas ceux des advertisers, ou ceux de Google, ou ceux d'Amazon? Même si en réalité, aujourd'hui, on est tous conscients que c'est déjà le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre newsfeed, notre page de résultats Google, elle nous influence beaucoup. Donc nos choix sont déjà très biaisés aujourd'hui. Et on sait bien qu'un Facebook ou qu'un Google peut faire un président de la République. Mais, j'étais un peu vite. Mais donc, pour moi, c'est vraiment un enjeu pour nous les développeurs de penser à ces questions éthiques, de ne pas se contenter de coder, mais de prendre la parole sur ces sujets-là. Donc effectivement, pour les développeurs web, je pense qu'il y a vraiment une fin de l'âge d'or du front, et que c'est l'ère de l'assistance qui commence, dans lequel on va avoir beaucoup de changements. Un petit mot sur l'intelligence artificielle. C'est un blog que j'aime bien qui s'appelle Wait But Why, qui a fait un long article sur l'intelligence artificielle que vous pourrez aller voir. Et alors il dit quoi? Il dit voilà comment on a tendance à voir l'intelligence artificielle, c'est-à-dire nous on est très intelligents. Il y a beaucoup de différences entre un humain idiot et un humain très intelligent, et puis on est tous beaucoup plus intelligents que n'importe quel animal. Et en fait, la réalité ressemble plutôt à ça, c'est-à-dire que en réalité, il y a déjà beaucoup de différences entre les différentes espèces, et entre deux humains, il n'y a pas tant de différence dans l'intelligence. Et ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que potentiellement, quand l'intelligence artificielle va vraiment se mettre à bien progresser, ça risque de ressembler à ça. C'est-à-dire qu'on la verra arriver, et elle va nous dépasser en un rien de temps. Peut-être en quelques semaines, entre le moment où l'intelligence artificielle va commencer à être aussi intelligente qu'un humain et être bien plus intelligente que nous, ça prendra peut-être quelques mois. En tout cas, on ne le verra peut-être même pas voir. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'encore une fois, on parle des conséquences de nos actes, de ce que nous, on va en train de faire en tant que développeurs. Parce que c'est nous qui sommes en train de créer non seulement les programmes, les algorithmes, mais aussi les startups de demain.
qui vont travailler sur de l'IA, qui vont en fait voilà, créer cette intelligence artificielle. Et ici, il a été demandé à des experts, parce que encore une fois, on pourrait me dire, oui, bah ça va prendre des centaines d'années peut-être. Bah, les gens ne sont pas aussi pessimistes, entre guillemets. Hein. Les experts, ils estiment qu'en moyenne, ce serait en 2040 qu'on aurait une intelligence artificielle d'un niveau humain, et en 2060, qu'on ait une intelligence artificielle qui soit vraiment super intelligente, sur laquelle on ne comprendrait pas du tout ce qu'elle fait. Et donc ça, pourquoi je dis ça? Parce que ça peut arriver plus vite que ce qu'on croit. Et et ce serait sympathique quand même, que ça arrive de notre vivant, qu'on puisse assister à certaines choses. Et c'est assez probable, parce que pourquoi je vous disais tout à l'heure, je vous parlais d'agriculture. Imaginez l'agriculteur, le paysan de l'année 1800, on va le voir, on lui dit, bah, tu vois, aujourd'hui il y a 85% de gens qui sont paysans, il n'y a pas d'automatisation. Et aujourd'hui, en France, c'est même pas 3% de gens qui vivent de l'agriculture. Alors il pourrait se dire, ah oui, incroyable, qu'est-ce qu'ils font d'ailleurs tous ces gens qui font pas... comment les gens mangent? Ils pourraient se poser la question, comment vous faites pour vivre? Quelle valeur vous créez? Et d'ailleurs, c'est un des arguments des gens qui disent que l'intelligence artificielle va pas, on va dire, va pas prendre des emplois. C'est que potentiellement, en fait, on va toujours trouver des emplois, on va avoir de plus en plus d'exigences. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on pourrait très bien vivre, petite digression, mais on pourrait très bien vivre comme on vivait en 1920, avec un tiers de salaire et être tranquille. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est avoir un iPhone X qui fait des emojis animés. Et on est prêt à payer 1000 $ pour ça. Je dis on, voilà. Mais donc, on veut toujours aller, et donc on est prêt à travailler 40 heures par semaine ou plus pour avoir ça. Alors qu'on pourrait très bien se contenter de travailler 5 heures par semaine potentiellement et avoir un niveau de vie faible, mais qui correspond aux standards d'il n'y a pas si longtemps. Et donc, comment expliquer à un paysan de 1800 que demain, nous, c'est ça, enfin aujourd'hui, on y est, c'est-à-dire qu'en gros, on est en train d'automatiser l'agriculture, on est en train d'automatiser tout ça, et donc que demain, clairement, on sera passé de 85% de gens qui vivent de la paysannerie à 0,01% qui vivent de ça. Parce que aujourd'hui même, là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une usine dans le noir. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme. En gros, il y a des entreprises, il y a des usines, comme notamment Philips, qui ont mis une cinquantaine de robots. Et donc l'usine est dans le noir parce que de toute façon, il n'y a pas d'humain qui gère ça. Tout est complètement automatisé. Donc vous connaissez, certains d'entre vous ici sont dans l'industrie, vous connaissez un petit peu ça. Et donc pour encore une fois illustrer le fait que c'est pas pour dans très longtemps, il y a déjà des choses qui se passent tout de suite. Et pour conclure sur ces conséquences de cette quatrième révolution industrielle, ce qui est intéressant de se dire, c'est que il est possible qu'on passe de 90% de gens qui travaillent à beaucoup moins, parce qu'on sera arrivé dans une société où l'IA aura complètement bouleversé. On aura peut-être finalement de l'agriculture gratuite et on va dire sans limite. Voilà. On aura peut-être de l'énergie gratuite sans limite parce qu'on aura automatisé ça aussi. Donc au final, on aura peut-être une grande majorité de la population, des nouveaux prolétaires, qui jouiront d'une vie paisible, très contrôlée, mais c'est peut-être le mieux ce qui peut arriver pour la paix dans le monde. On aura peut-être un exode urbain. On partira des villes où on s'est entassé dans des villes polluées, mais aujourd'hui on voit très bien que voilà, on part des villes, les gens essaient de partir des villes grâce à Internet pour travailler à distance, et peut-être qu'effectivement on n'aura plus ces grandes villes dans lesquelles on s'est regroupé pour travailler, et ça serait peut-être très bien. Et c'est quoi notre rôle justement à nous les développeurs? Parce que c'est nous qui, dès maintenant, on pose les bases de la réflexion, la connaissance autour de tout ça, de l'IA, de ces futures startups. Et ben, moi, ce que je vous dis, c'est que tout d'abord, il faudrait se former. Et je pense qu'on serait bien inspiré pour pas être les premiers à voir nos travaux disparaître, nos boulots disparaître, de se former. Par exemple, ici, voici quelques livres qui sont des bons livres actuels, comme par exemple tout ce qui est TensorFlow ou ce genre de bouquins sur le neural network. À un moment donné, il faut commencer. Et alors, ce qui est particulier, par contre, avec tout ce qui est machine learning, intelligence artificielle, c'est que c'est moins sexy que ce que ça peut paraître. C'est-à-dire que quand on ouvre ces bouquins-là, c'est vrai que c'est plus mathématique, c'est pas si fun des fois. Mais pourtant, effectivement, je suis prêt à parier qu'une grande partie d'entre nous, encore une fois, dans 5 à 10 ans, devra avoir ces connaissances-là. Donc autant commencer
avant de se faire dépasser par une nouvelle génération qui va commencer directement par ça. Et donc pour conclure, je vous ai présenté cette idée de développeur universel. Pour moi, c'est important parce que aujourd'hui, on peut laisser la place à des politiques, voilà, des politiciens qui vont penser à ça pour nous. Hein, tout ce qui est IA, est-ce que finalement on va être contrôlé par le politique? Est-ce qu'on va laisser l'État légiférer et prendre le contrôle sur l'IA au niveau de la France, de l'Europe? Le problème qu'on peut avoir avec ça, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde la plupart des politiciens, ils sont assez mauvais autour de tout ce qui est technique. Vous le savez bien, le dernier traumatisme qu'on a, c'est quand une prof de lettres a fait Adopi et au final ne savait pas de quoi elle parlait. Donc c'est qu'un exemple, je caricature un peu, mais pour moi, il est vraiment important que nous, on sorte de notre carcan technique, qu'on s'exprime, qu'on participe plus en société. On ne se contente pas de coder, parce qu'on a des très bons, on a des très bons ingénieurs en France, mais les plus connus, quels sont les grands ingénieurs connus en France qui ont un rôle politique, il n'y en a pas tant que ça. Et souvent, quand on parle de ça, on cite Xavier Niel, par exemple, qui n'est même pas un ingénieur, mais simplement un bel entrepreneur qui a fait des belles choses sur le sujet. Donc si je résume, le développeur full stack, il est mort, mais on doit être des développeurs universels, c'est-à-dire qu'on doit connaître le machine learning, l'IA, le web, mais aussi la philosophie, l'économie, la politique, le social. Bref, eh bien, on va pas beaucoup dormir ce soir. Merci à tous.